Queria começar falando que é uma honra estar aqui dividindo essa mesa com essas duas gigantes que eu vou apresentar agora. Como o Márcio falou, essa é uma mesa muito importante de ter na FLUP nesse momento no Rio de Janeiro. Então, sem mais delongas, eu queria chamar para a mesa, primeiro, a Ami Eikane. Ami, por favor. A Ami é senegalesa, radicada em Paris, e é curadora e diretora artística do maior movimento de cultura negra do mundo, o Afropunk. Com formação que vai do estudo das civilizações ao marketing estratégico, Ami trabalha na criação e curadoria de exposições e no fomento a artistas, empresas e coletivos na França e no Senegal. Palmas para Ami, gente. E agora eu queria chamar uma outra gigante que também vai estar na mesa. Familola, por favor. A Familola Fagmabila. A Familola é dramaturga, ativista, performance, professora na California State University e uma das pioneiras do movimento Black Lives Matter, do qual é diretora de artes e cultura. Seu projeto mais recente, a peça The Intersection, Woke Black Folk, discute as complexidades da identidade política negra e será encenada na FLUP após uma elogiada turnê na Europa. Queria começar, então, agradecendo as duas, Ami e Familola, de estarem aqui com a gente. E, para começar, gente, um dos temas que rodearam a primeira mesa da FLUP foi a lembrança de um TED e do livro da Chimamanda, que fala sobre o perigo da história única, né? Esse TED, ela fala como que, quando você mostra um povo como só uma coisa, repetidamente, as pessoas começam a acreditar que aquele povo é daquela forma. Isso acontece muito com o povo negro, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo. E por isso, eu queria começar falando com a Familola, porque um desses estereótipos, uma dessas ideias únicas que as pessoas têm sobre a população negra é que o corpo negro é um corpo que representa perigo, né? E por isso as vidas negras não deveriam importar e poderiam ser facilmente abatidas e violentadas. E tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a gente tem essa dinâmica da violência policial e do genocídio da população negra, né? E nesse sentido, o movimento Black Lives Matter vem para romper essa história única e para mostrar que nossas vidas importam, sim. E eu queria começar perguntando como que você conheceu o Black Lives Matter, onde você estava e que mudanças aconteceram na nossa vida e no movimento desde que você começou a fazer parte dele. How did I know that Black Lives Matter? I will say that I will answer the question where I was in my life when the movement started. So 6 years ago, George Zimmerman, who killed Trayvon Martin, was acquitted. And Black Lives Matter was originally not created to be a movement against the anti-Blackness that we see globally, but rather to simply call for justice for Trayvon Martin, which eventually grew to become the movement that we have today. Started off as Justice for Trayvon Martin Los Angeles, which eventually became Black Lives Matter. But to answer your earlier question around the danger of a single story, if we do what has historically been done to Black people, which is to homogenize our communities, to say the Black people are simply like this. Not a complex people, not a nuanced people, not a genuinely human people. Colonialism and chattel slavery was only able to exist because of an illogical homogenization of African Black people.
that these people are not complex and they're not really human. The blacks are just this particular way. This was the justification behind colonialism and slavery. And so when we kind of adapt those same type of frameworks where we say that black people are not a complex and nuanced and heterogeneous people, then in essence, we're doing the work of white supremacy's past, right? And so much of the work of Black Lives Matter is to understand the complexities of our experience, including gender, including class, including sexuality, including nationality, including all of these things. And so to not do what has historically been done to us. But Black Lives Matter has been a call out against the global anti-blackness that shows up in our educational institutions, shows up in our healthcare institutions, shows up in policing, shows up in mass incarceration. And the response to Black Lives Matter has been, you all are radical. You're too radical. All lives matter, right? Is it radical to assert that black people are full human beings deserving of dignity, to not be unjustly targeted, right, in their daily lives? Is it radical to assert that it is violence for people to go to sleep hungry without food, while under a capitalist regime, we lock food up in a garbage can and lock it so that somebody cannot get access to it? Is this radical, or is this a call for being human, for not allowing us to step over bodies as we see people suffering? It's not radical, it's just human. Yeah. Não, muito bacana que você trouxe. E dentro disso, você explicou agora um pouquinho do Black Lives Matter, mas você pode falar como que você começou a fazer parte do movimento? I was at my graduation party after I graduated from college and undergrad. And we were having a good time, and all of my activist friends, social justice friends from Southern California came up to Northern California to celebrate with me and my family. My mom saw that my friends were in the corner of a party really upset. They looked really angry, and she went to them and she said, "What's wrong? Are you guys okay?" And they said, "George Zimmerman, the man who killed Trayvon Martin, has just been acquitted." And my mom said, "Wow, that is so horrible. Please don't tell Fumilola," right? Like, don't tell her, because it would ruin my party and make me upset. They didn't tell me. The next morning they told me. And on that morning, we drove back down to Los Angeles. There was a uprising in Los Angeles. People took to the streets to call for justice for Trayvon Martin. But there was a specific contingent of Los Angeles, Black LA, scholars, thinkers, artists, community organizers that came together and said that we will not be silent and allow for the media to create a narrative that we are simply used to and okay with not getting justice. So we took to the streets and cultivated the original organization, which was Justice for Trayvon Martin Los Angeles, and did the first Black Lives Matter protest, which eventually led to the first Black Lives Matter chapter formally, which grew into the national network, which is now an international movement calling for the end of the unjust systems facilitating the death and destruction of black communities. Para Ami, o Afropunk, ele falando em história única, o Afropunk também nasceu da invisibilização das pessoas negras. Tá? Tá funcionando? There was a problem with translation. Can you start the question? Ok. O Afropunk, ele começou também como um movimento a partir da invisibilização negra na cena do punk, né? Quando a gente ia até retomando essa ideia de história única, porque as pessoas não fazem essa relação, né, de pessoas negras gostando de punk. E foi assim que o Afropunk começou. Mas claro que hoje ele está para muito além da cena do punk, né?
E eu também queria perguntar para você, onde você estava quando você conheceu o Afropunk, como que você começou a fazer parte e o que mudou na sua vida e no Afropunk desde que você começou a fazer parte do festival e do movimento. Hola. I will speak French. Afropunk, en effet, est un mouvement qui est né d'un documentaire. Et c'était un documentaire en fait qui essayait de représenter la culture noire dans le mouvement punk. En fait, l'idée est que le punk n'était pas uniquement blanc, mais qu'il était aussi noir. Donc le réalisateur de ce documentaire s'appelle James Spooner. Donc il a réalisé son documentaire et après avec Matthew Morgan, ils ont décidé d'en faire un petit festival pour remercier les gens qui étaient venus voir ce festival. De là est né un mouvement militant à partir de la représentation des Noirs dans un monde culturel de manière générale. On est passé de la représentation du noir dans un monde punk à la représentation du noir dans un monde culturel, dans le monde de la musique, des arts, du cinéma et tout d'un coup dans la représentation du noir dans une société américaine, puisque le festival est né à Brooklyn, il y a donc bientôt 15 ans. Donc les premières éditions ont eu lieu à Brooklyn, et ensuite ils ont commencé à changer de ville, et ils sont arrivés à Paris. Donc moi j'étais dans le public quand Afropunk est arrivé à Paris, puisque bien évidemment je suis une noire de France, et c'était la première fois qu'on avait un mouvement qui allait parler de nous, de manière ouverte, pas dans les caves, pas caché. On était autorisés à nous montrer et à nous célébrer, ce qui était hyper important pour nous. Du coup, je suis partie voir le festival pour la première fois dans le public, j'étais là, mais je le connaissais déjà puisque les réseaux sociaux font que maintenant le monde est un village et qu'on voit tout. Et donc je participe à ce festival qui se passe plutôt bien, mais dans une configuration beaucoup plus petite que ce qu'on voyait aux États-Unis et à Brooklyn. C'était vraiment dans une petite salle parisienne. Et de fil en aiguille, je finis par rencontrer les fondateurs du festival parce que dans mon autre vie, j'ai une société de production de spectacles, donc je suis quand même assez liée avec le monde de la musique. Donc je les rencontre et la première question qu'ils me posent c'est mais Ami, pourquoi tu es aussi punk? Pourquoi tu es aussi afro-punk? Je dis non, je ne suis pas afro-punk, je suis comme je suis en fait. Ils me disent oui, mais tu représentes quelque chose de très afro-punk chez nous. Et je dis ouais, c'est peut-être mon africanité, c'est le fait que je sois ancrée, que je m'habille comme ça et que je me maquille comme mes ancêtres. Peut-être que c'est quelque chose qui parlait un peu plus au mouvement. Les relations se sont passées et je leur ai proposé de faire une capsule afropunk à Dakar. Dakar qui est la ville où je suis née en fait. Parce que nous, en tant que Noirs, et moi en tant que Noir qui vient d'un pays africain et qui vit à l'étranger, quand on entend afro, on s'identifie forcément. On entend afro, on n'entend pas africain. Donc le mot afro vient du fait qu'on part tous de l'Afrique. Donc il serait quand même intéressant d'aller explorer ces terrains-là. Ils étaient déjà à Johannesburg, donc on a fait une session à Dakar. Et je suis devenue curatrice pour le festival. Agora para Familola. Desde o começo, a internet teve uma importância muito grande para o movimento Black Lives Matter, né? E ela, de forma geral, ela é importante no surgimento e na articulação dos movimentos negros pelo mundo. Mas, recentemente, a internet começou a ser usada pelo outro lado, né? Para promover discurso de ódio, para promover fake news. Qual o impacto desse cenário novo da internet para o ativismo negro atualmente? E como Black Lives Matter se articula dentro disso também? So much of the information being shared and the initial kind of organizing work to get people to come to the right places, to show up, to engage in resistance efforts together happened on social media. So it was a tool that early on in the movement we used to galvanize and to educate. And the complexity of this is that even though it is a tool that has allowed for us to communicate from the United States to Brazil, to Nigeria, to Ghana, to Senegal, to where have you, all of these places,
it is also a tool that can be used against us if we are not very careful. Now, of course, you have how you can say kind of alt-right or extreme right or even like white nationalist type of people with these ideologies using the internet to disseminate their own ideas and to influence the public. But I'm not even talking about that way that the internet can be used against us. If we are not careful, we can be coaxed into believing that the work ends after we post about it, after we tweet about it, after we send out the Facebook information about whatever is going on. Because the tool is simply to be used to disseminate information. Now, if we use our social media outlets and say that we are aware of whatever tragedy has taken place in our community and allow ourselves to say, okay, that's it, I've done my activist duty for the day, I am done, I wipe my hands clean and I can go continue my life, then what the internet has done has convinced us that our efforts end after we have posted about any particular issue, but rather where our efforts truly begin is where we disseminate our energy after we have educated and communicated amidst each other. What other way in your life will you use your energy, time, resources to essentially address, resist, combat this particular social ill that you feel is of grave importance to you? Now, it doesn't mean that you offer to the movement that which you do not have to give, but it means that whatever it is that you have to offer, in whichever way that you can joyfully offer what it is that you are and what it is that you already know how to do to whatever organization or movement work that is taking place, then that is what we all decide to offer. I will say this, I think that it's a powerful thing if we make activism unexceptional, that it no longer becomes something that we have to absolutely clap for the person on stage or the person in any particular given movement. What would it be if we all decided that it is our collective charge to essentially every day to decide to be helpful, so that activism no longer becomes this interestingly radical thing that we applaud people for, right? That it becomes very normal to attempt to be helpful daily in whatever ways that we can. And in that, we still maintain our joy. Because when our joy is destroyed, the systems that seek to dehumanize us have succeeded when our joy is destroyed by these systems. And so our joy can remain intact and our wellness can remain intact, and we can still do the work of resisting that which is harmful. And all of these things can happen at the same time. They are not mutually exclusive. Amy, a cultura ela pode ter um papel muito importante para o ativismo. Como que a arte e a cultura ela podem ser ferramentas para conquistas sociais, principalmente quando a gente está falando de ativismo negro. E aproveitando, como gestora cultural do Afropunk, queria saber como que você avalia o cenário atual, o cenário cultural negro contemporâneo. Alors, pour moi, la lutte, déjà, elle doit se faire sur plusieurs terrains. Et en fait, on ne peut pas définir un être humain sur une seule de ses facettes, ni sur un seul terrain. C'est-à-dire, on vient de quelque part, on est né quelque part. Et à chaque fois qu'on arrive dans un pays, dans un endroit, on prend. Donc, en fait, on est une représentation des environnements dans lesquels on est. Donc, à partir de ce moment-là, on est obligé de définir un ensemble. Et dans cet ensemble, il y a la santé, le bien-être, les divertissements, la culture, la politique, l'économie. Donc pour moi, dans un activisme, comme en tout cas on essaie de le faire, il faut tout prendre en compte. La culture,
se trouve avoir une part centrale pour moi. C'est-à-dire que tous les arts parlent à toutes les personnes. Que ce soit la peinture, la musique, dès qu'on parle d'art, on arrive à toucher les gens de manière assez précise. Il n'y a pas de nuance. Quand on aime la musique, on aime la musique. Quand on aime la peinture, on aime la peinture. La culture fait partie de nos structures sociales. C'est-à-dire que dans chaque peuple a sa culture. Donc pour moi, le militantisme et l'activisme, en passant par cette voie-là, elle est indéniable. Elle est indéniable. Il peut y avoir d'autres formes d'activisme. Mais les arts et la culture, pour moi, sont comme un cœur qui bat, en fait, dans le corps de quelqu'un. Donc du coup, c'est un moyen de transformation, peut-être subtil, il n'est peut-être pas aussi cru et franc que d'autres, mais c'est un moyen de transformation. Dans la culture américaine, ils ont eu Malcolm X. Je dis la culture, ils ont eu, parce que moi je suis africaine, toi aussi d'ailleurs, mais ils ont eu aussi Josephine Baker. Ils n'ont pas eu uniquement Malcolm X. Ils ont eu Josephine Baker, ils ont Martin Luther King, ils en ont pas mal d'autres. Je cite la culture américaine parce qu'elle a ce pouvoir de parler un peu à tout le monde. Et dans toutes les autres luttes, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que pendant que Nelson Mandela se battait en prison en Afrique du Sud, Myriam Makeba faisait la même avec sa musique. Donc aujourd'hui, quand on doit remercier des gens qui ont fait avancer un tout petit peu le mouvement et le fait d'être noir en Afrique du Sud, on peut citer Nelson Mandela, mais on cite aussi Myriam Makeba, et il y en a plein d'autres. Je prendrai l'exemple d'un chanteur comme Fela Kuti au Nigeria, qui n'était pas là que pour amuser la galerie. Ok, c'est un musicien, c'est un artiste, ça peut paraître assez léger, mais il a laissé aujourd'hui un héritage énorme. Et pour moi, c'est une sorte de bataille qui n'est pas du tout à négliger. Donc quand on a un festival comme Afropunk, ça en devient encore beaucoup plus important. C'est-à-dire qu'à Afropunk, on va agir sur toutes les facettes de cette culture-là. C'est pas si dans l'audience, il y a des gens qui sont déjà venus à un festival Afropunk, mais on a tout. On a Afropunk Army, qui sont les gens qui vont aller travailler pour tout ce qui est social, aller dans les quartiers, rencontrer des gens, éduquer les enfants et leur mettre dès maintenant le mindset qu'il faut dans leur tête. On a les designers qui, de par leur création, injectent une dose de transformation. On a la musique qui injecte sa dose de transformation. On a les écrits, on a tout. Donc pour moi, c'est juste une arme indéniable en fait. C'est une arme indéniable. Tout ce qu'on ne peut pas dire par les armes, tout ce qu'on ne peut pas dire par la guerre, ce sont des messages qu'on peut faire passer par la culture. Ça parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde. Donc c'est hyper important dans une transformation sociétale, vraiment de prendre tous ces aspects-là et de ne pas du tout négliger les arts. Puisqu'aujourd'hui, on est dans un festival. On est dans un festival. Donc on entend aussi bien des gens qui slament, des gens qui dansent, des gens qui chantent. Tout ça est comme une substance qui opère à l'intérieur de nous. Quand on rentre chez nous, qu'on se couche, on a un beau souvenir. On a dansé à flou, on a regardé des slameurs, c'était super sympa. Mais derrière, c'était quoi le message? Et donc, on le retient. Familola, o Black Lives Matter, ele foi inicialmente fundado por 3 mulheres negras, né? Aqui no Brasil, as mulheres negras e principalmente as mães negras, como as Mães de Maio em São Paulo e as Mães de Manguinho aqui no Rio, elas são as pessoas que estão no fronte da luta contra a violência do Estado e o genocídio da população negra. A Angela Davis, quando ela veio para o Brasil, por exemplo, ela chegou a falar que quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Então eu queria te perguntar qual a importância e a contribuição das mulheres negras no ativismo negro como a gente conhece hoje. I think the significance of black women can never be overstated, can never be undermined. Black women sit at an interesting axis of identity because so clearly we understand the effects of racism, anti-blackness, white supremacy on a social, political, economic level. And so clearly we understand the violence and limitations of patriarchy. And at that intersection, I think in this particular moment is a clarity of where it is we would like to go.
when it comes to the way in which our systems and societies are governed, so that Black women have an interesting vantage point so as to, and it is not to overly generalize, but I think that this vantage point of understanding the experience at the intersection of racism and patriarchy fuels, by this kind of experience, an ideology is fueled or an understanding is fueled that the illogical hierarchies that we employ in society are simply not useful, are violent, are that which do not serve our greatest good as human beings. And so Black women have a very particularly strong kind of space in movements for racial justice and gender justice. Black women have experienced Black liberation movements that were masculinist in essence, that were still governed by many patriarchal ways of being, many patriarchal ideologies, but essentially advocating for the end of white supremacy, advocating for an end to anti-Blackness, but in the same breath, perpetuating the kind of masculinist ideologies that can be harmful and hurtful and detrimental to Black, to women, to girls, to queer people in our community, to LGBTQ community, you understand. As well as Black women engaging in these feminist struggles to end patriarchy and having to do this amidst white, middle class, Western ideologies of what it means to have gender justice. So I think that the vantage point that Black women come from sits at an axis that looks at the many different experiences of those of us throughout society that oftentimes get ignored or left out of the conversation. And that has been my understanding. But to add to, if I can, what Amy was saying around the significance of the arts, in social justice movements, the arts are so often underestimated as not potentially powerful tools for infrastructural transformation. The assumption being oftentimes, and I've seen it time and time again, from wonderful thinkers that will underestimate art as something that is nice, cute, fun, lovely, these types of things. But is there any real possibility for significant social transformation? Absolutely. Stats, data, books can tackle the intellect. Art attacks and engages the emotion, engages the heart, engages the spirit in a way that kind of like a kind of very kind of logical intellectual pursuit doesn't necessarily do. And people are not necessarily always moved when they intellectually understand something. Sometimes it takes an emotional resonance in order to actually encourage people to move toward action. And if a culture that is transformed by art can transform minds, it can transform, and if minds are transformed, then legislation can potentially be transformed. If legislation can be potentially transformed, then also society can change. So it starts oftentimes with art as the fuel behind these movements that transform society. The Black Power movement was not possible without the Black Arts movement. The movements against colonialism in Africa would not have been fueled without the artistic and creative productions of the artists that gave the energy to the citizens to do that resistance work. Amy, o Afropunk começou em Nova York, mas já teve edições por vários lugares do mundo. E ano que vem vai chegar aqui no Brasil, né, em Salvador. Todos estamos ansiosos por isso, por esse momento. Mas a gente sabe que os corpos negros se movimentam de formas diferentes, a depender da região, né? Você que conheceu o Afropunk em Paris, mas organizou a edição em Senegal, por exemplo, qual a diferença de organizar o Afropunk em Nova York, por exemplo, e no Senegal? O que pode acontecer em um lugar e pode não acontecer no outro por causa dessas diferentes formas como o nosso corpo se move? Oui. En effet, c'est totalement différent, en fait. Afropunk aux États-Unis,
va parler de problèmes des Noirs de manière générale, mais on n'est pas sans savoir qu'on est peut-être tous noirs, mais on n'a absolument pas les mêmes problèmes en fait. On ne réclame pas les mêmes choses selon où on vit sur le globe. C'est-à-dire que moi, mes problèmes de femme sénégalaise peuvent absolument ne pas toucher une jeune femme new-yorkaise. Et je suis en paix avec ça, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas parce qu'on est toutes noires qu'on doit toutes nous battre pour les mêmes choses. Il y a quelque chose qui nous lie, c'est notre singularité en fait. C'est la singularité de quelqu'un qui est noir. Et cette singularité, où qu'on aille, on la retrouve. Quand j'arrive au Brésil, je retrouve cette singularité de ma population sérère. Et alors que je viens des îles du Saloum, genre bien loin, en plein milieu de l'océan Atlantique. Donc ça, on le partage. Les soucis qu'on a sont hiérarchisés. C'est-à-dire qu'il y en a qu'on partage, il y en a d'autres qu'on ne partage pas. Donc quand on arrive en France, c'est l'exemple que je vais prendre parce que j'y ai passé plus de 20 ans. Quand on arrive en France, la question du noir, elle est totalement différente qu'aux États-Unis. Donc du coup, forcément, on doit s'adapter au terrain sur lequel on va. On doit s'adapter aux problèmes des gens et on doit tout faire pour essayer d'y répondre de la manière la plus précise possible. Ce qui est hyper difficile. Quand on arrive en France et qu'on pose la question à quelqu'un, tu te sens, tu es noir français, il va te dire non. Soit il est noir, soit il est français. Les Américains, ils sont américains. Ils sont américains. Donc déjà, on note un autre type de soucis qu'il faut régler quand on s'appelle Afropunk et qu'on arrive en France. Donc on est obligé de nous poser et d'intégrer un tout petit peu cette culture-là, de connaître leur histoire. La France a une histoire coloniale assez lourde, qu'elle n'assume pas ouvertement, qu'elle a du mal à enseigner à l'école, elle a du mal à faire son mea culpa, ça arrive. Le génocide rwandais, tout le monde le connaît, le pardon est arrivé des années plus tard. L'esclavage enseigné à l'école, il a fallu que les gens se battent pour qu'on puisse expliquer aux gens, non, non, c'était pas un commerce très gentil entre des amis portugais qui naviguaient en bateau pour échanger des marchandises. Ces marchandises, c'était des hommes, et ils avaient la particularité d'être noirs. Donc pour que cela soit enseigné en France, ça a été un problème. C'est-à-dire que ce n'était pas évident. Donc bien évidemment, quand on arrive en France et qu'on dit Afropunk, les gens ne savent pas trop comment réagir. Ils suivent le mouvement pour plein d'autres raisons, et ça, on en est très conscient. C'est très facile d'être derrière son ordinateur et de voir à Brooklyn que les gens sont hyper stylés, qu'il y a de la mode partout, mais ça ne résume pas du tout Afropunk. Il y a un problème identitaire qui est en France, auquel Afropunk se heurte, et qu'il est en train d'essayer, du coup, de prendre en compte dans sa lutte, toujours autour de la musique, en invitant des designers de là-bas, des influenceurs de là-bas, des personnes qui sont vraiment localement ancrées en France et étant noires, pour qu'elles puissent, elles, partager avec nous quelle est leur situation dans le pays dans lequel ils vivent et comment est-ce que, via tout ce qu'ils sont en train de produire, on peut changer quelque chose. Je voudrais juste insister sur une chose, c'est que Afropunk est un festival qui vient créer un endroit sûr pour des gens qui se sentent toujours vulnérables. Donc cet endroit sûr, c'est Afropunk. Donc on vient à Afropunk pour exprimer sa noirceur, le fait qu'on peut être noir, chef d'entreprise, s'en sortir, ne pas risquer le racisme. Le fait qu'on peut être aussi une femme noire, vivant en France, créant ses choses, montant ses entreprises et vivant tranquillement. Le fait d'être homosexuel, le fait d'être gros, le fait d'être handicapé. En fait, on va essayer d'éliminer toutes ces populations qui sont totalement vulnérabilisées par la société en les réunissant autour de quelque chose de très précis, leur art, leur savoir-faire. Là où ces personnes sont invisibles pour beaucoup, moi je suis diplômée, mais quand j'arrive quelque part en France en entretien, la première question qu'on me pose c'est vous avez fait vos études au Sénégal, y a-t-il des équivalences avec la France? Non, je suis diplômée en fait. Donc normalement la question ne doit pas se poser. Je dépose mon CV dans une entreprise, je dois passer l'entretien et avoir le boulot. Là où quelqu'un va déposer 5 CV, et c'est véridique ce que je vous dis, moi j'en dépose 300, 350, 500. Au bout de 500 CV, j'ai décidé de monter ma propre entreprise pour ne plus avoir à vivre tout le temps cette justification permanente du fait d'être noire, du fait d'être femme. Donc la France a ce problème-là. Donc bien évidemment, il faut s'adapter. Et j'imagine aussi, et je le vois un peu depuis que je suis ici, quand on arrive au Brésil,
on rencontre aussi d'autres types de problèmes. Qu'est-ce que c'est que d'être noir ici? Est-ce que être noir, c'est une couleur, ou est-ce que c'est un état de fait, ou est-ce que c'est une manière de penser, ou est-ce que c'est tout simplement le fait qu'on vienne tous du même continent? Quelle que soit l'histoire qui nous a éparpillés un peu partout, qu'est-ce que c'est que d'être noir au Brésil? Et comment est-ce qu'on peut exprimer ça? Quand on arrive au Sénégal, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que d'être noir au Sénégal? Donc Afropunk à Dakar n'a pas ramené de tête d'affiche. L'idée, ce n'était pas d'arriver à Dakar et de ramener Erykah Badu ou bien Anderson .Paak. L'idée, c'était d'arriver dans le pays et de voir ce qui se créait. Quelle est la température du pays? À quel rythme le cœur de la ville bat? Et donc, aller chercher la source de ces créateurs-là, mettre ça en exergue et laisser les gens s'exprimer. Parce que l'idée, c'est quand même de s'exprimer là où on est toujours lié, ligoté. On n'arrive jamais à nous exprimer totalement comme on a envie. Et quand on s'exprime totalement comme on a envie, on a des superlatifs type exotique qui nous tombent dessus. On ne peut jamais être sérieux en fait. On ne peut pas faire de la musique sérieusement. On ne peut pas être accroché dans un musée de manière tout à fait normale sans qu'on aille chercher un superlatif encore un peu sexy à coller à ça. Donc Afropunk, c'est aussi ça. Donc on va beaucoup supporter ce qu'on appelle les Black Business Owners, comme moi, comme elle, et comme beaucoup d'autres gens qui sont ici, qui créent des choses pour changer le monde, mais en étant dans leur position de personnes vulnérabilisées, donc noires. Familola, o Black Lives Matter também é um movimento internacional, né? Que já fez conexões com diferentes países, além dos Estados Unidos, que foi onde surgiu. Como a Amy falou, todos nós somos diferentes, mas nos conectamos de alguma forma, né? Ser negro no mundo se conecta de alguma forma. Ser negro em diáspora, ser negro, ser africano se conecta. Como essas conexões internacionais são importantes para o ativismo negro e para o Black Lives Matter? It depends on what people believe should be the goal for Black people. Now, some people identify as Black nationalists, that they desire to identify who identifies as Black in their communities and their own cities and in their own states, and work together to create kind of institutions that are governed and made for and by Black people, whereas another ideology is Pan-Africanism, which then says that Black people across the globe understand that even though we have a complexity of experience across our differences within different countries, that there is something that links our condition throughout the world, and that in any country that you go, you find that the people that are having the most difficulty with socioeconomic mobility and that are treated unjustly by a number of the different social and political institutions happen to be the darkest or the blackest people, which means that there is a linked interest and that there is to some degree a linked fate. So Pan-Africanism says, how do we engage in a coalition, engage in a collectivity that says that we will essentially act in social, political, and economic solidarity with each other globally. How does that start? Potentially a type of African union in some type of way that actually links the, links the interest in a very clear way of the African nations on the continent, and then that shows up in a particular way throughout the diaspora. But it really depends on what you believe. If you believe that Black people globally should engage in some level of collectivity that addresses what anti-Blackness is. That the reason that colonialism was able to exist and that neo-colonialism persists is because there has not been a firm enough resistance against colonial exploitation. The way to do that might be an economic strategy of collectivity to prevent that type of exploitation.
So do I think that the conversation about diaspora is extremely important? Absolutely. I think that there's many ways that diaspora can engage in a very critical and strategic way. And it could look like Pan-Africanism, but it is one way to engage the resistance of global anti-Blackness. But I think where we can start is by identifying that there is a linked interest, and what do we do with that linked interest? If we remain in our separate silos, then I don't know that that will serve us. In America, in this moment, there's a movement called ADOS. I'm trying to navigate the language barrier here, but you've heard of the movement ADOS, American Descendants of Slaves, that is trying to distinguish very clearly the Black Americans from the African people or the first-gen people, so as to say, these African people have come to America, they are not the descendants of slaves, and they're getting now all of these jobs and resources that Black American people could and should be getting. So this very clear distinction that the Africans are there, the Black Americans are here, we are separate, we are not the same. Interestingly enough, ADOS, Black American people, are asking for and advocating for reparations because they were never given reparations after slavery. Japanese American people were given reparations after being put in internment camps after World War II. The Jewish people were given reparations. After 400 years of disenfranchisement and discrimination, Black American people were not given reparations, and that is because on a global scale, at the UN, there was no African nation to account for their condition, to say, these people are ours, you will not do that to them, you will pay them for what you've done, you are held accountable to rectifying this condition. When the Japanese American people were put in internment camps, Japan said, no, not today. Pay them, fix this. But this has never happened for Black American people because there hasn't been one African nation that says, you belong to us. We are together, we are one. And so the separation does not serve us. The global clarity of a collective condition and acknowledging that on a global scale, on a world body such as the United Nations, will serve us. It makes us more powerful, but we have to decide to do that and not fall for the very present divide and conquer that always separates us and that we often fall for. Ami, retomando pouco do que você falou antes sobre a experiência do corpo negro e do corpo africano na França, você nasceu no Senegal, viveu por 20 anos na França e agora retornou para o Senegal, né? Está nesse movimento. A França é um país colonial e que vende essa ideia do pós-racial, né? Somos todos franceses, não tem essa distinção de pessoas negras e francesas, né? Que é diferente da realidade, por exemplo, brasileira e dos Estados Unidos, em que essa identidade é demarcada. Como é ser um corpo negro em diáspora na França? E como é a atuação a gente pode falar de um ativismo negro francês? Oui, alors je pense qu'on a des activistes noirs français, mais encore une fois, vous savez, c'est hyper difficile de sortir une personne de sa culture. Être français, ce n'est pas uniquement avoir la nationalité française, c'est aussi une culture. Et c'est une culture de l'assimilation. C'est une culture qui dit on est tous pareils, c'est la nation avant tout, on est français. Donc, même si on est sénégalais, ivoirien, nigérian, qu'on est né en France, mes enfants sont nés en France, qu'on est né en France, qu'on a grandi en France, eh ben on a cette culture-là. Donc on ne peut pas comprendre autre chose. On a grandi, on a baigné, on a bu la soupe de l'assimilation. Quand on est quelqu'un comme moi et qu'on décide de prendre la nationalité française, dans le formulaire que je remplis, que je dois remplir, on va me demander est-ce que je veux franciser mon nom.
Mon nom, c'est mon identité. C'est mon prénom, c'est celui que mes parents m'ont donné. Mais pour devenir française, j'ai le choix. Je peux franciser. Tout ça pour dire que des activistes noirs en France, oui, il y en a, mais ils ne sont pas sur les mêmes problématiques. Ils vont plus acter sur des problématiques vraiment sociétales. J'habite dans la banlieue, je suis noire, je n'arrive pas à avoir un boulot, je vais aller me battre contre ça. Mais en fait, je me bats contre des acquis sociaux que les autres ont bien plus que moi parce que moi, je suis noire et j'habite en cité. Donc c'est toujours noir et quelque chose. L'activisme est plus comme ça. Aujourd'hui, il est clair qu'il y a un activisme noir. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un mouvement de femmes qui sont dans le cinéma, qui ont sorti un livre qui s'appelle « Noir n'est pas mon métier ». Parce que dans le délire de la France de vouloir rattraper son histoire, il y a ce qu'on appelle la discrimination positive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de noirs dans les médias, il n'y a pas assez de noirs à la télé, donc on va prendre un quota de noirs qu'on va mettre là, juste pour dire, voilà, on a fait notre travail, il y a de la représentativité partout. Donc des mouvements comme ça vont naître pour dire, oui, noir n'est pas mon métier. Est-ce que je qualifierais ça comme activiste? Moi, personnellement, non. L'activisme que je vis en France, des Noirs, ne me suffit absolument pas, en fait. Je trouve pas ça courageux et je trouve pas ça vraiment... je peux pas appeler ça un activisme. Ils sont en train de se battre pour des acquis sociaux, contre des acquis sociaux, la sécurité sociale, qui l'a pas, qui a les aides, qui n'a pas les aides, selon des frontières dessinées en France, qui sont des régions, comme partout, la banlieue et le centre-ville. Donc pour moi, ce n'est pas un activisme. L'activisme noir que je peux ressentir chez des populations noires qui vivent en France est souvent, naît souvent de personnes qui ont quitté leur pays, qui sont venues en France. Donc je pense que ces gens-là ont matière à comparer. Ils ont eu une autre culture avant d'arriver sur place. Ils arrivent sur place et ils doivent s'assimiler, s'intégrer à une autre culture. Donc des gens comme moi sont peut-être un peu plus activistes, un peu plus radicaux que un noir, je prendrai l'exemple de mon fils, né en France, grandi en France avec une culture française. L'activisme en France peut être aussi assez mal vu, c'est-à-dire que dès que des noirs se rassemblent, on est en train de former une communauté. Le communautarisme est quelque chose de très très mal vu. Ils ne l'acceptent pas, c'est quelque chose qui fait peur. Si on se met en communauté, ça veut dire quoi? On va être encore plus fort. Donc peut-être qu'on va être entendu et qu'on va aller plus loin. Donc pour être activiste, on a tendance à être communautaire, entre guillemets je le dis, en France. Donc ce sont des communautés noires, des communautés arabes, des communautés asiatiques. Voilà comment ils vont identifier les gens. On ne peut pas dire que ce sont des Français qui sont en train de se battre parce qu'il y a un réel problème de couleur. Il y a un réel problème d'appréciation de l'autre selon la couleur et selon le genre. Non, c'est du communautarisme. Donc pour moi, il est très important de faire naître un activisme réel en France. Et cet activisme, elle ne peut pas avoir lieu tant qu'on n'a pas tous ce sentiment de qu'est-ce qu'on peut faire pour être bienveillants les uns envers les autres. Moi, je ne supporte absolument pas les gens qui se lèvent en France et qui pleurent Trayvon Martin. On devrait tous pleurer Trayvon Martin. Mais non seulement on devrait le pleurer, mais on devrait aussi pleurer chaque vie humaine noire touchée quelque part. Donc pourquoi nous, Noirs français, on va mettre toute notre énergie à nous battre contre la violence policière aux États-Unis, alors que chez nous, on n'arrive même pas à régler nos propres problèmes et qu'on met ça sous le tapis, on ne veut pas le voir. C'est pour ça que j'ai du mal avec cet activisme-là. C'est vraiment un activisme qui choisit ses combats. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'en fait, le combat, il est inscrit là, c'est la couleur de notre peau, en fait. Donc, du moment où tu réalises que c'est la couleur de ta peau le problème, tu dois être bienveillant avec ton voisin, son voisin, son voisin, et puis là, jusqu'au monde entier. Tu ne peux pas faire le choix du combat de ce noir, ou de ce noir, ou de ce noir. Et pour que cela se fasse, il faut vraiment bien que notre histoire soit vraiment connue. Quand on ne maîtrise pas son histoire, on ne sait pas contre quoi on se bat. On ne sait pas contre quoi on se bat. Il y a énormément de jeunes noirs français qui ne connaissent absolument pas leur histoire. On va leur demander quelle est la capitale du Sénégal, ils vont nous répondre Bamako. On va leur dire que la France a colonisé des pays, l'Angleterre a colonisé des pays, ils vont dire oui, mais c'était pour leur bien. J'ai eu des étudiants, j'ai entendu ça, c'était pour leur bien. Donc quand un jeune noir né en France te dit c'était pour leur bien, c'est qu'il y a un énorme problème. Il y a vraiment tout à refaire. Donc pour moi, l'éducation, le fait de savoir qui on est,
d'où on vient, comment tous ces petits marchés-là se sont faits et comment le concept du continent Afrique est né. Parce que pour moi, c'est un concept qui est né autour d'une table lors de la conférence de Berlin. On a décidé de tracer des frontières et de dire « This is Africa », c'est l'Afrique. Est-ce que c'est de cette Afrique qu'on veut ou est-ce que c'est d'une Afrique qu'on doit créer nous maintenant? Est-ce qu'on va rester dans l'idée que le chemin qu'on nous a tracé, il est très bien comme ça et donc du coup quand on ne le prend pas, on a l'impression d'être hors des sentiers battus? Ou alors est-ce qu'il faut commencer maintenant en fait à tracer un chemin pour toutes ces populations noires en France, en Belgique, en Europe, partout ailleurs dans le monde? Ne plus attendre en fait d'un système politique pour venir nous montrer le chemin, le faire nous-mêmes. On peut passer des heures à discuter, mais tant qu'on ne se lève pas et qu'on n'agit pas, en fait, il ne se passera absolument rien. Donc pour moi, l'activisme en France, il est encore à inventer. En tout cas, dans les populations noires, il est vraiment, vraiment encore à inventer ou à réinventer. Ami, eu queria aproveitar, já que você trouxe essa questão da África e do seu filho, queria te perguntar, você tem 2 filhos, né? Que são negros e que nasceram na França. Como foi o processo de apresentar a sua história, a sua origem para eles e que África é essa que você apresentou para os 2? Alors, il y a un mot qui existe chez nous qui peut-être n'existe pas chez toi, qui est le métissage. Nous, chez nous, quand tes parents sont noirs, blancs, italiens, français, ils sont métis en fait. Et mes enfants sont métis. J'aime leur dire qu'ils sont métis. Ils ne sont pas noirs. Ils ne sont pas blancs. Ils sont métis. C'est hyper important, je pense, de planter cette graine dans la tête d'un enfant. Et être métis, ce n'est pas fuir son être, ce n'est pas fuir ses origines. C'est dire, je suis peut-être un peu plus riche que toi, blanc, ou que toi, noir, parce que j'ai la chance d'avoir les deux. Donc, qu'est-ce que je fais avec le fait d'avoir les deux? Est-ce que cette dualité peut exister en moi? Oui. Notre société française ne permet pas l'existence de cette dualité, mais elle doit exister. Et le rôle de parent, c'est ça. Tu es un tout. Ton père est français, blanc, et on peut aller plus loin, juif, ce que tu veux. Ta mère est noire, sénégalaise, musulmano-bouddhiste, animiste, ce que tu veux. Mais en tout cas, ça, ce sont les disquettes qu'on te met pour définir ta propre identité à toi. Donc, quand j'ai un fils, qui a 15 ans et qui est métis. Quand il est en France, comme tous les métis, on lui dit qu'il est noir. Quand on part en vacances au Sénégal, on va l'appeler Toubab, blanc. En tout cas, venant de chez les blancs. Donc, à un moment donné, dans la tête de gens comme ça, et c'est hyper important parce que la génération qui arrive, tout le monde est métissé. Donc, dans la tête de ces gens-là, qu'est-ce qu'il faut mettre dans leur tête? Est-ce qu'il faut mettre dans leur tête une question de race, une notion de race, un concept? Ou est-ce qu'il faut mettre dans leur tête une question d'identité plurielle en une seule? Moi, mon avis, c'est ils sont composés en tout cas de plusieurs identités. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Mais par contre, la chose importante pour moi à savoir, pour se créer son Afrique à lui dans sa tête, c'est quelle est l'histoire de cette Afrique, de sa maman. Et quelle est l'histoire de cette Europe, de cette France, de son papa. Il n'est pas question de cacher les choses qui ne sont pas très jolies, aussi bien de mon côté que du côté du papa. Il est question de tout mettre sur la table. Je suis toutes ces identités. Je suis tout en même temps, je suis métisse. Ça a l'air utopique, hein? Parce que dans la vie de tous les jours, ça ne se passe pas comme ça. Dans la vie de tous les jours, c'est un noir. Dans la vie de tous les jours, c'est un noir. Donc, de toute façon, puisque la société le voit comme un noir, qu'est-ce qui va se passer? Il est son environnement. Donc, il va se comporter comme il va faire exactement ce qu'on attend de lui. Quand il va aller à l'école et qu'il est tout petit, il va rentrer à la maison et va dire « Ah, je suis trop content parce que j'ai un copain de la même couleur que moi. » Parce que c'est ce que la société lui montre. C'est hyper important. Tu n'es pas de la même couleur, donc tu n'es pas la même personne, donc tu es différent. Donc les enfants vont reproduire ce système-là. Vivre en France, être français, pour eux, c'est bien, c'est leur identité, c'est ce qu'ils sont, mais connaître aussi leur autre part est hyper importante. Donc aller s'installer au Sénégal en fait partie, apprendre les coutumes, la langue, ce qui n'a pas commencé avec le fait d'aller au Sénégal. Ce sont des choses qui commencent à la maison.
Moi, je suis sénégalaise, je vis en France. Eh ben, je me suis pas assise sur ma culture sénégalaise. Je la vis tous les jours. Mes enfants la connaissent. C'est-à-dire que je ne vais pas attendre de l'école pour inculquer ça. Mes enfants connaissent l'histoire de l'esclavage. Ils connaissent les contes sénégalais que ma grand-mère me contait. Ils savent pourquoi je me maquille comme ça. Ils ont beaucoup de notions de là où je viens, des choses de là où je viens, qui sont hyper présentes à la maison. C'est une question de représentation. Je me représente comme africaine. Chez moi, tous les jours. Je mute pas, je suis africaine où que j'aille. Donc forcément, quand on a des enfants métis, eh ben ils l'ont. Ils ont ce côté comme ils ont le côté européen. Familola, você nasceu nos Estados Unidos, né? Como a gente estava falando antes, mas sua família vem da Nigéria, especialmente do povo Yorubá. Aqui no Brasil, o povo Yorubá tem uma importância muito grande, né? Principalmente quando a gente fala da questão religiosa, do candomblé e da umbanda. Você tem noção do que o povo Yorubá significa aqui pro Brasil? E como que você, nessa dualidade, o que você se considera mais? Mais americana, mais pertencente ao povo Yorubá? E o que é ser Yorubá para você? I'm very Yoruba. I consider myself, I identify, because language, even though it is a tool that can help us to understand things and can be very expansive, it can also be very limiting. But for the sake of using language, I will say that I identify as a Nigerian American. I'm raised as very much a Nigerian woman, but I'm raised in a Nigerian household within America where people cannot tell that I'm Nigerian until they read my name, because the assumption would be that I'm Black American because I don't have an accent, what have you. And so I'm very much invested in the cultures within Nigeria and the development of Nigeria as a country, even though I was not born or raised there. That I know that the reason that so many of my people leave Nigeria, and so many of our most, how you can say, even to be honest, some of our most brilliant people leave Nigeria, and what we call that is brain drain, because many of our people that have been trained very well in many different fields of endeavor and study will go to the US, will go to the UK to get access to opportunities that are not made available in Nigeria. I do, want to advocate for us using our brilliance to build up the institutions that have been harmed by colonialism and neocolonialism, rather than escaping from essentially the lack of resources in Nigeria and throughout the African continent, taking what we know, taking what we can create, taking our brilliance and information and using it to develop the continent so that we do not forever and always have to talk about how we must leave in order to get access to the resources that we desire and need. Now, I'm not shaming us for leaving, because it is a challenge to stay in a country where you know that there's a possibility that you might not have access to all of the opportunities because the infrastructure has been ravaged historically. And so about Yoruba and specifically Ifa, spiritual tradition, I know that it's very influential in Brazil. I don't know to the extent, I don't know all of the details, I just know that Ifa is very present and influential in Brazil. I also know that in Nigeria, Ifa is still very present, that the Yoruba indigenous spiritual tradition is still very present, but it is a minority of people that actually, in Yoruba ethnicity, that actually practice Yoruba, because there has been some colonial stigma around Ifa being primitive or being outdated or being uncivilized or not being the modern, right, the more kind of advanced type of way of thinking. And that was
an outgrowth of a colonial influence in our education systems that said, when Great Britain comes in and says, we are going to teach you how to think about life and the world and beauty and the idea of what divinity is, to come and essentially transform these educational systems to influence us to reject that which we are and to adopt that which is Western. And so, unfortunately, you do have a stigma around it in the mainstream in Nigeria, the Yoruba spiritual tradition. But the Yoruba spiritual tradition is rich and beautiful and powerful. And more people would be able to access it if we could decolonize our minds and stop centering the West as the center of advancement and development and how you can say a kind of more modern way of living, if you will. That we can take our traditions and allow them to evolve as we modernize, right? That they can evolve with us, and that to be advanced does not mean to be accommodating Western standards of life. Yeah. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas amanhã a Familola vai apresentar uma performance dela incrível que chama Woke Black Folk, no auditório às 3h30. É uma performance incrível e eu queria te perguntar um pouco sobre isso. Voltando à ideia inicial da mesa, que fala sobre essa questão do perigo da história única, né? As pessoas tendem a achar que pessoas negras, como a gente está falando, são um tipo só, né? Não, são um grupo hegemônico. E aí na sua performance você traz muito essa questão de como nós somos diversos e por isso os nossos ativismos vão ser diversos também, né? E esses ativismos, eles não se comparam. A gente não compara o trabalho Black Lives Matter com o do Afropunk. São trabalhos diferentes que se complementam e que são ambos fundamentais para o movimento negro hoje. Então eu queria te perguntar o que te inspirou a fazer essa performance e o que você quer trazer com ela. What inspired me to create the performance was I was in different Black communities and I was observing how they talk about the other Black communities. So for instance, I won't say too much because I hope that you'll join us tomorrow, but there are 4 characters. One of them is an Afrocentric kind of Pan-Africanist, militant thinking, very much African-centered thinker, but highly patriarchal and queer antagonistic. You have the second character who's a radical Black feminist academic advocating for some of the most vulnerable within our communities, girls, women, LGBTQ, but can be very elitist without even knowing. The way in which academics can talk at people, can talk down upon people, weaponizing their language so as to assume that because their word had 27 syllables in it, that means that they are right automatically, right? And so that kind of weaponizing of the academic language. And so even though this person is raging and combating classism, that they're engaging in an unconscious elitism. The third character is the activist that is always at the rally, always at the protest, always at the meeting, always at the march, all of these resistance efforts. And this person is very active, but they critique the person who is an activist through their art, or an activist through their different kind of social media engagements, or is an activist through their teaching. There's many different ways to be an activist. You all know that person who's just like, oh, you're not really down for the movement because you didn't show up to the meeting, right? And it's like, there's many different ways to be of service. And the last character is the person who's just like, stop complaining about the system. Black people have adopted a victim mentality. If you drop your victim mentality, then we will be able to come to an intellectual point where we can change our perception and attract positivity into our lives. Now, there is some validity, I believe, to the law of attraction.
But when you advocate for the law of attraction without understanding the physical, institutional, infrastructural realities of what's going on, you're doing a silly thing here. And so all of these characters in their own ways are right, and all of these characters in their own ways are wrong. And I wanted us to look at the complexity of the Black experience and to engage this. And the only reason that I know these characters to be true and real is because I exist in all of those arenas. If you go to a certain environment in Los Angeles, in Black Los Angeles, you'll find the first character, Afrocentric and patriarchal. And they communicate, and I just sit there and I listen to what they say, and they communicate this information to me. And if you go to the school that I teach at, oftentimes, UCLA, you'll listen to the radical Black feminist academic talk about the first character and call him an idiot and call him stupid, and you'll hear the first character call the other second character an idiot, stupid, a tool of the white man. Feminism is the white man's tool to separate the Black man and the Black woman, etc., etc. And so I watch all of these conversations take place, and I say, this is very interesting. And I document it, and I show us to ourselves, because we spend so much time looking at externally what the world is doing to us, what these systems are doing to us. But what a powerful thing to turn a mirror on ourselves and say, in what ways do we engage and treat each other that we have been trained to dismiss and devalue each other within our own communities because of how in which the way the systems have trained us. So it's an introspection that can allow us to see ourselves and potentially change the way that we relate to each other, engage in each other in a more humane way, to fortify the movement work which might make resistance efforts something fruitful, something that can actually be productive. Join us tomorrow. Come. Só lembrando, então, gente, é amanhã, 3h30, no auditório, que fica no 5º andar, né? No 5º andar. Venham, por favor, porque é incrível. Agora, a gente tem um tempinho ainda antes do final da mesa, e aí eu vou abrir para perguntas do público. Alguém quer fazer uma pergunta? Se alguém quiser, levanta a mão. Opa, temos uma ali. Boa noite. Primeiro, parabéns por essa mesa incrível. Acho que é uma oportunidade muito grande da gente conseguir trocar com pessoas de lugares distintos, né? Segundo, eu queria fazer uma pergunta para a Amy. Você falou um pouco desse processo de curadoria do Afropunk a partir dessa sua experiência de levar o Afropunk para o Senegal e de como que isso teve a ver com trocar com a cultura local, né? Entender o que estava acontecendo no Senegal. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso e, se você pudesse, como está todo mundo muito ansioso e curioso para entender o que vai acontecer aqui no ano que vem, falar, se você puder, sobre como está sendo esse processo de curadoria com essa relação aqui no Brasil, com Salvador. Que eu sei que tem esse diálogo com o coletivo Baticu, mas é tudo que eu sei. Então, assim, tudo que eu gostaria muito de saber mais sobre isso. Alors, je ne vais te donner aucune information sur Salvador. Déjà, je commence par ça. Ce serait trop facile. Ça va être annoncé bientôt, en fait. Bientôt, vous vous doutez bien qu'en fait, un festival comme ça a toute une stratégie, bien évidemment. Quand on est un mouvement aussi énorme, tout est stratégie. C'est-à-dire qu'on parle de Salvador en 2020. Ici, vous l'entendez en 2020, mais on n'a pas commencé à parler de Salvador maintenant. Donc il y a une équipe à Salvador, il y a des gens à Salvador, il y a des gens qui sont ici, qui sont nés ici, qui sont brésiliens, qui connaissent très bien là où ils vivent et qui sont, du coup, nos satellites ici. Donc on ne peut pas aller quelque part et juste, comme je disais tout à l'heure, arriver avec une grosse machine, se poser et dire voilà, ça va marcher comme ça. Ça, c'est un peu les colons qui font ça, mais c'est pas la démarche. Voilà. Pour le Sénégal, je suis sénégalaise. Je suis sénégalaise. Même si je vivais à l'étranger, j'ai toujours eu un œil sur ce qui se passait dans mon pays, qu'est-ce qui se passe, quelle est la musique que les gens écoutent, quel type d'artistes ils suivent, quelles sont leurs luttes, de quoi est-ce qu'ils ont envie de parler. Et je ne sais pas si tous les exilés font ça en fait. Quand on quitte chez nous et qu'on va ailleurs, on est hyper nostalgique. Donc on a toujours besoin de savoir ce qui se passe chez nous. Donc même si on est loin,
on suit quand même un peu la tendance. Et puis on aime bien quand on vient en vacances être au courant du dernier morceau, du dernier pas de danse, de qu'est-ce qui se dit en fait. Et donc l'idée de prendre des artistes locaux sénégalais, c'est que la culture sénégalaise à un moment donné, elle a switché. En fait, on a une musique qui s'appelle le mbalar que tout le monde adore. C'est la musique que tout le monde écoute. Je pense que les Sénégalais ici, là, ils vont pas dire le contraire. C'est le mbalar, c'est le rythme national. Mais en fait, on se retrouve avec une jeunesse sénégalaise qui est très, très, très hip-hop. Donc, est-ce que c'est stratégique d'arriver avec Afropunk en leur servant un discours de quelqu'un qui fait du mbalar ou de quelqu'un qui fait du hip-hop? Donc, la curation, en fait, elle va se faire là. Elle ne se fait pas toute seule, c'est pas moi toute seule. C'est-à-dire qu'on se pose et on réfléchit à tout ça. Quels sont les arts, quelles sont les musiques, quelles sont les tendances qui touchent les populations à qui on veut parler? Aujourd'hui, on a quelque chose d'énorme, c'est les réseaux sociaux. On peut savoir qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qu'ils like le plus. Sur YouTube, combien de temps ils y passent, quelle page est-ce qu'ils like sur Facebook. Tout ça sont en fait des données un peu qui nous guident sur la température du pays dans lequel on va. Donc j'imagine, et c'est même déjà le cas, qu'au Brésil c'est comme ça. À Brooklyn, cet été, il y avait une scène qui était dédiée au Brésil, à Afropunk au mois d'août. Donc il y avait une énorme représentation brésilienne déjà à Brooklyn. Donc ça peut te donner une petite idée sur ce qui peut se passer ici en 2020. Temos mais uma pergunta? Por favor. Para a Lula, primeiramente parabenizá-la e agradecer pelas palavras e pelas experiências vividas. Mas aqui no Brasil, a gente, por mais que fale sobre as lutas de classe, né, tratando sobre a classe média, os privilégios, ainda percebemos que talvez as mensagens que nós estamos emitindo, talvez ainda não esteja chegando nessas pessoas, porque a gente vê poucas mudanças, né, para o tempo que nós já temos levando a escravidão na história, né, e cada vez mais o cerceamento da comunidade jovem negra, dos corpos negros. E eu gostaria de perguntar a você, a minha dúvida é sobre como você percebe, né, o que é que leva essas pessoas a não perceberem tão rápido essa necessidade de mudança, enquanto população branca, privilegiada, que ainda continua, né, acomodada a esse privilégio. Agradeço. I don't think there's a misunderstanding. Thank you for your question. I don't think there's a misunderstanding. I think they are very clear about what we know and what we've been saying, but that there is an avoidance of acknowledging this reality because then it demands that something must be changed. Now, if you pretend to not know or say we weren't educated about this, then it's easy to say, well, you know, we just simply didn't know. You knew. You do not want to publicly address that the infrastructural realities that facilitate this poverty are not by accident. You do not want to address that, just like you mentioned at the end of slavery, you have Black Brazilian people that are just left without anything to fend for themselves, no resources, and then said, hey, we're all free now, we're equal, this is what you wanted. But of course you have white society and privileged kind of middle class and elite society with all of these resources that they will pass on from generation to generation, and that they will hire the people that they know and that they affiliate with in these jobs, but then say, you know, we have an equal society, everybody has the ability to work hard and do what it is that they need to do. There is no confusion. There's a clarity, there is an awareness, it is an intention to maintain the status quo and society as it currently exists. And the only way to change it is not to appeal to the sensibilities of the elite, because again, the awareness is there. The only way to change these infrastructural realities, all of this mass poverty, the anti-Blackness, the police brutality, is for Black people, for impoverished people, for groups that are underrepresented and marginalized,
to galvanize themselves together and to demand it, not to ask for it, not to say, why don't you see us? Not to say, don't you understand? Because they do. It is a simply taking of that which belongs to you, which has been denied to you, basic human rights, food, shelter, proper education, health care. It is not so crazy to demand these realities. But we've been trained to think that it is a radical notion to assert that all of us should have access to these things. So there's no confusion. There is a refusal and a denial of this reality to avoid having to take responsibility for changing because it's uncomfortable. Temos mais uma pergunta. Oi, boa noite. Sobre um assunto que foi tocado, né, que é sobre a mestiçagem. Aqui no Brasil, né, tipo, o movimento negro, né, tipo, pelo menos uma parte dela, entendeu isso como uma estratégia de genocídio da população negra, né, tipo, através da junção, né, tipo, através da mestiçagem, isso desenvolveu uma linha de branqueamento da população. Inclusive foram feitos congressos internacionais que se acreditava que por volta de 2010 a população brasileira estaria toda embranquecida, né, tipo, usando a mestiçagem como estratégia de embranquecimento. E aí, tipo, me sensibilizou um pouco, né, tipo, a fala da Amy nesse sentido. E aí eu queria jogar isso na roda, né, tipo, para estar pensando como isso opera aqui no Brasil, como relações, né, tipo, de pessoas negras com pessoas brancas possibilitou, né, tipo, provocou e operou numa invisibilidade negra perversa, né, tipo, tanto de problemas de autoestima quanto de problemas da população se reconhecer enquanto negra, né, tipo, por aí. Sim. Para você responder, mas queria aproveitar a pergunta e fazer para você sobre, se você puder falar um pouquinho da experiência dos Estados Unidos com relação a isso, né? Porque os Estados Unidos viveu um outro processo diferente do Brasil nesse sentido, né? Os Estados Unidos passou por todo o período de segregação que acabou juntando a comunidade negra, né? Então eu queria que, se possível, você falasse um pouco dessa relação, como se dá os mestiços nos Estados Unidos, se eles fazem ou não parte da comunidade negra norte-americana. Ame, por favor. Alors, merci pour ta question. Si je comprends bien, ton idée est que le métissage est une stratégie pour blanchir les Noirs. Ce qui me choque, en fait. C'est bien ça que j'ai compris. Quelque part, c'est ça. C'est le fait de métisser les gens. Tu ne parles même pas de gens, tu parles de sang. Hitler parlait de sang. Hitler parlait du fait de prendre le sang du blanc et de le mélanger au sang du juif. Ça a conduit à l'Holocauste. C'est assez choquant pour moi. Le métissage, d'une part ou de l'autre, peut être vu de deux manières. En Afrique, on pourra te dire aussi que oui, le fait de métisser les gens, les enfants ne sont plus noirs, ils sont clairs. On ne dit pas blancs, mais on va dire qu'ils sont clairs. Les blancs vont dire qu'en métissant leurs enfants avec des noirs, ils sont plus foncés. Et quand ils vont au supermarché, on leur pose la question toutes les 2 secondes à savoir est-ce que c'est leur enfant ou pas parce qu'il n'est pas de la même couleur. D'accord? Il est où l'humain dedans? L'être humain, la bienveillance, elle est où? C'est la question que je me pose. Et ce que disait Funmilola tout à l'heure est vrai. C'est que si déjà entre nous, on n'a pas besoin de la white suprématie pour nous séparer. On le fait bien tout seul en fait. En Afrique, on le fait très bien aussi tout seul. Donc je pense que c'est hyper, ça rend en fait ce combat, ça rend l'énergie de population entière qui se battent pour une certaine égalité. C'est hyper compliqué en fait de nous mettre des bâtons dans les roues quand entre nous même on n'arrive pas à s'apprécier. C'est impossible. Donc en fait, je vais te donner un exemple. À Madagascar, il y a des Noirs comme moi. Il y a des Noirs qui sont mélangés à des Pakistanais. Il y en a d'autres qui sont mélangés à des Indiens. Et en fait, la population va passer son temps à hiérarchiser ça. À dire, OK, eux, c'est les mernes. Ils sont un peu plus clairs.
parce que c'est les Indiens. Eux, ils descendent des Pakistanais et eux descendent des Africains. Mais on ne s'en sortira jamais. On s'en sortira jamais tant qu'on ne commence pas à se dire qu'en fait, que ce concept-là, c'est à nous de le créer. Moi, je crois au métissage. Et le métissage n'est pas qu'une question de couleur, en fait. Il est aussi culturel. Tu ne fais pas que mélanger des sangs. Tu apportes une culture d'ailleurs à la rencontre d'une autre culture. Et ça fait naître une nouvelle culture. Moi, j'ai été éduquée par mes parents qui sont de la même ethnie. Mais j'aurais pu avoir des parents d'ethnies différentes. Et ce que je vais créer dans ma maison est une expérience nouvelle, en fait. Donc, à quel moment on va décider de créer une nouvelle expérience pour nous, les Noirs, pour nous, les Blancs, pour nous, les humains, pour nous, les femmes, et pour nous, les homosexuels, les trans, toutes ces populations vulnérabilisées. À quel moment est-ce qu'en fait on dit stop et qu'on arrête ce message de c'est de la faute des Blancs, c'est de la faute de ci, c'est de la faute de ça. Il y a une histoire qui est là. Oui, on a été marginalisés. Oui, on a été colonisés. Oui, Trayvon Martin et plein d'autres jeunes se font abattre. C'est un fait, oui. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à diviser ou est-ce qu'on prend toute cette histoire-là et qu'on la transforme en quelque chose de bien et qu'on crée notre nouveau humain, notre nouvel être? C'est quoi d'être un être humain? C'est quoi en fait aujourd'hui? D'être noir? C'est quoi d'être métissé? C'est quoi d'être blanc? À quel moment on se pose pour recréer notre concept humain qui est en train de partir en cacahuète à cause de toutes ces histoires qui font naître un mouvement comme Black Lives Matter, un mouvement comme Afropunk, des mouvements féministes. Il y en a énormément. Sur la terre entière, les gens se battent en fait. Parce que la population, elle est partie totalement en cacahuète. L'individualisme nous tue. Toi, aujourd'hui, tu es en train de te prendre la tête pour ton sang. D'autres vont se prendre la tête pour des loups-boutins. Une question de porte-monnaie. À quel moment on se pose, en fait, et qu'on revient à la base de tout? On est des êtres vivant sur une terre où on n'est même pas les seuls. La question de l'environnement viendra, la question de l'écologie viendra. Et qu'on arrête un peu de nous limiter, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, les chemins qui sont tracés devant nous pour nous mener à un piège, on les prend. Quand ils viennent nous diviser, ils nous disent, pour prendre les esclaves là, à Gorée, d'où je viens, et les mettre dans le bateau, ils vont choisir les Yoruba. Parce qu'ils sont grands, ils sont beaux, sous leurs yeux. Sous leurs yeux. Ils vont choisir ceux qui ont les dents les plus alignées. Ils vont choisir les femmes avec les doigts les plus fins. Et ils vont décider que cette population-là est la meilleure à extraire pour aller faire aujourd'hui ce qui s'appelle les Noirs américains. Donc, si je commence à choisir mon sang, que je dois mélanger avec le sang d'une Nigériane ou d'un... On ne va pas s'en sortir. Donc l'idée du bien-être doit nous revenir en fait. Et l'idée d'être quelqu'un qui est bien dans ses bottes. Et que moi, si aujourd'hui on te fait mal, j'ai mal. Si on lui fait mal, j'ai mal. Encore plus si tu es noir, encore plus si tu es brésilien, encore plus si tu viens de ce continent qui s'appelle l'Afrique. Et ainsi de suite. Et encore plus quand tu es une femme en fait. Donc, comme on dit, quand un papillon bat des ailes quelque part à l'autre bout de la terre, il se passe une catastrophe à l'autre bout. On est tous liés, on est tous connectés. À un moment donné, il faut juste se poser et reprendre tout ça. Et arrêter de suivre les chemins de l'oppresseur qui, sa méthode, elle est divisée pour régner. Donc on arrête, comme elle a dit, on se regarde devant le miroir et on arrête de nous diviser en fait nous-mêmes. C'est tout ce que j'aurais à dire. Je suis désolée, mais ta question, elle m'a un peu choquée. J'espère que je t'ai répondu. Pronto? Lola, você quer comentar? I think that this issue is more complex than a simple answer. I agree with so much of what you're saying, Amy, especially because this idea around race mixing. The reason that we believe that races can be mixed to begin with is because at some point we were told that we are biologically different races as human beings. We understand that there is simply one human race, but we understand that there are different ethnicities, different cultures, and that whiteness has been made the standard historically of a value humanity. I will say this to make it kind of as plain as I can. If there is a mixing that happens
of two ethnicities that come together and create mixed ethnicity children out of a loving union, there is something very beautiful about that, about rejecting this idea that we are in some way, shape, or form different biological races. Now, when there is a use strategically of mixing whiteness into black populations for the sake of making these populations more white or more acceptable or more desirable or whatever it may be, then you're entering a dangerous colonial territory. So we have to be able to distinguish, because we do know those people that will strategically will engage specifically with a white person because of some internalized anti-blackness. There is a difference between somebody who falls in love with or loves or appreciates a person that is outside of their ethnicity, and they happen to connect on a very basic human level. Do you understand what I'm saying? That when we start to really believe this lie, that we are inherently different because of our different colors, then I think that we've fallen for some type of trick or some type of trap that was originally a lie, right? The creation of race. The creation of race was a colonial project. That whiteness and blackness did not exist until a European went into West and Central Africa and said, these people look different from me. I'm going to call them black. I am white. And I'm going to use this awareness to create a justification for this financial project of colonialism and slavery. So let us not fall for the trick or the trap of believing that race is in some way, shape, or form real. Two people of two different ethnicities that come together and procreate and create a mixed ethnicity child out of love and appreciation on a human level, beautiful, fine. We are humans. Now a black person that is looking for whiteness to come in and to push away their blackness or to what have you, that's a different project. Regimes that are calling upon whiteness to come and whiten their black communities to make them more valuable or desirable, that's something else. That is a white supremacist project. And I know that we have the capacity to distinguish between those two things, that we should not view those two things as the same way. Does this make sense? You're right. And so I think that when we try to have this conversation, that we should really distinguish between that. Historically, yes, whiteness has been used as a weapon, and whiteness has tried to maintain itself, historically by spreading its seed. But this doesn't mean that all mixed ethnicity relationships and engagements are in some way, shape, or form a colonial anti-black project, right? They are different. Gente, a gente tem que... A gente, infelizmente, já tem que encerrar mesmo. Posso? Mais uma? Mais uma pergunta. Alguém quer fazer para fechar? Hi, Femi Lola, Elisângela. My question is just, does it get tiring? And if so, how do you ever take off the cape of activism? How do you care for yourself? Is that a real issue of emotional and spiritual weight of being an activist? Thank you for that question. I appreciate it. I gave myself permission years ago to be a human being. The assumption that we are always perpetually supposed to be in resistance, picketing, protesting, is in essence a dehumanizing one. And I've given myself permission to know that I can look at what is happening in the world, that I can read the news, that I can see what's happening in society. I can see if a black person has been gunned down. I can see if there has been some violent particular thing that happens, and to give myself permission to be able to look at it and to know it without consuming it and allowing for it to permeate my skin. Now, some might say, well, how is that possible? It's a very difficult, emotionally challenging thing.
but I have had to train myself to know that if I'm gonna walk through this world as a black woman, underestimated and discriminated, which happens a lot of the time, that I have to be able to figure out a way to sustain myself amidst all of that. And so for me, there are a few practices that I employ to maintain myself. And so it does get exhausting, but I've also decided, you know, in a very particular way that I have to mind my emotions and mind my mind, because this world will not. You know, mental health issues are now starting to be more of a conversation around all of the devastation that we consume daily, the hyper information. We log onto our phones on social media, and before you know it, you've seen 3 different tragic events on your timeline. And each time, you're just like, oh, and you scroll, and you scroll, you tap, oh, that's nice, that's nice. And you scroll some more, see something else. Children starving, somebody died, somebody was killed, innocent person shot. And you just try to just keep going and not let it to affect your day. But I decided years ago that I do not want to turn my brain off to what is happening in the world. I want to know what's happening in the world, but I also want to give myself permission to have a barrier that, and it is not a, it is kind of like a shield rather, to allow myself to know it intellectually without having to necessarily consume it in a way that is going to be detrimental to my well-being. And so it can be a task, but it is possible, because the other option is to avoid it, is to turn your attention away from it. And I don't want to be ignorant, but I don't want to be perpetually traumatized either. So when I log on to social media, I tell each and every time I check my phone, I tell myself, just a little reminder, you are allowed to know, but you don't have to take it personal. You are here, that is there, you can know it, you don't have to eat it, you know? I tell myself that every time I check my phone because I'm very sensitive. I just cried earlier today thinking about Maya Angelou, you know? I'm very sensitive, but I will not be perpetually downtrodden. I will not be perpetually in a state of disarray, because that is what these regimes have been created to do. And if I do not mind my wellness, then I am of no service. So let me take care of myself so that maybe I have something to offer. But the moment that I let this wickedness and devastation permeate my skin, I am simply of no use. So take care of myself. That's why they say your cup runneth over. Take care of yourself. Whatever falls out of the cup, offer to the world. But I have to be well to be of service. Ami, você quer comentar um pouquinho da sua relação com o autocuidado? Oui, alors moi, ma relation, elle est assez intime. C'est-à-dire que tous les jours, quand je me réveille, la première question que je me pose, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être bien et pour que mon environnement proche soit bien, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc je consomme énormément les informations de tout ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour être bien? Parce que je n'ai pas d'autre choix, en fait, que d'être activiste. C'est-à-dire que je le suis dans ma vie de tous les jours. Quand on est une maman, c'est tous les jours. En fait, on n'a pas le temps de... Il faut toujours se battre pour quelque chose. Donc, dans quoi je mets mon énergie? Dans quelle bataille je mets mon énergie? Et tous les matins, c'est la même chose. C'est comme des mantras. Aujourd'hui, je vais être bien. Qu'est-ce que je vais faire pour moi? Qu'est-ce que je fais pour la planète? Qu'est-ce que je fais pour mes semblables? Et qu'est-ce que je fais pour mes enfants? Qu'est-ce que je fais pour le monde? Parce que chaque action qu'on fait a des répercussions sur les autres. Donc on ne peut pas se permettre de dormir. C'est impossible. On n'a pas qu'une vie. Les gens ont tendance à dire « Ah, on n'a qu'une vie, on fait ce qu'on veut ». Non, on n'a pas qu'une vie. On a une seule mort. Une fois qu'on meurt, c'est fini. Moi, je ne connais personne qui est revenu de la mort qui va me dire « Ah ouais, c'était pas mal, je suis revenu, ça y est, tu peux y aller ». Je ne connais pas. Par contre, chaque minute, on a une nouvelle vie et on a une nouvelle occasion d'enrichir notre vie, de se faire du bien, de faire du bien autour de soi, de se battre contre les injustices. Mon idée, c'est de ne pas m'asseoir et de ne pas fermer les yeux
sur des situations injustes qui se passent autour de moi. C'est pas possible. Donc si moi je le fais, que mon voisin le fait, que ainsi de suite, tout le monde le fait, on va changer le monde. Ça peut paraître idéal, genre elle rêve. Non, non, je rêve pas du tout. On va vraiment changer le monde en se levant tous les jours et en se posant la question avant de faire 3 pas devant, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour que les choses aillent bien? Et si dans ce que je vais faire aujourd'hui, je dois aller manifester contre votre président ou contre Trump ou contre l'esclavage au Mali, eh bien je le ferai. Si je dois sortir dans la rue et manifester pour les travailleuses du sexe qui sont mises de côté parce que c'est des femmes, on les appelle les putes, eh bien je le ferai. Je consacre mon énergie à ce que mes semblables, mes gens, moi-même, à ce qu'on aille bien. Et j'appelle ça de la bienveillance, en fait. C'est de la bienveillance. Si on est bienveillant envers nous-mêmes, on l'est envers les autres. Et c'est comme ça que commence la lutte. On ne peut pas lutter autrement. Il faut savoir pourquoi on se bat. Moi, je me bats pour être bien, pour que mes semblables soient bien, et pour que la terre se porte bien. Et pour qu'il n'y ait plus aucune espèce d'injustice qui puisse venir aujourd'hui affaiblir des populations. Si on est des milliers à le faire, je pense qu'on va y arriver. Obrigada. Gente, eu sei que a gente poderia ficar aqui a noite inteira falando com essas mulheres incríveis, mas a gente tem uma programação na FLUP, então a gente vai ter que encerrar essa mesa agora. Queria muito agradecer essas mulheres incríveis por virem aqui para o Brasil, para o Rio, especialmente para a FLUP, dividir suas experiências, dividir o ativismo de vocês e fazer a gente pensar sobre todas essas questões que são tão importantes. Então, muito obrigado pela participação de vocês e muito obrigado vocês por terem vindo. Aproveitem o resto da programação da FLUP. Agora a gente vai ter o slam, por exemplo, que é uma forma também de ativismo negro super importante, com caráter brasileiro, feminista e periférico, super relevante. Então, se puderem, confiram o slam também, tá, gente? Muito obrigada, bom final de semana para vocês e boa noite. Mais aplausos, pessoal. Muito obrigado por essa mesa maravilhosa. Então, como já foi falado aqui, nós temos ali na Casa Porto o FLUP Slam Nacional. E amanhã, às 10 da manhã, nós temos a nossa FLUP Park com a programação infantil que está imperdível. Agradecer muitíssimo a tradução em Libras. Aplauso para essa galera. Vamos aplaudir. Agradecer a presença de vocês e essa acolhida e parceria do MAR. Lembrando que a programação do MAR de 10 às 5 está aqui para vocês curtirem, é tudo de graça, não percam e está incrível. Então é isso, muito boa noite e até daqui a pouco que a gente se encontra aqui na Casa Porto e amanhã, 10 da manhã. Valeu? Quer foto com as meninas? Vamos, por favor, s'il vous plaît, pour faire a photo. Oui.